Puisqu'on a parlé de cloud, on va continuer dans les nuages, notre voyage dans les nuages. Et j'aimerais inviter sur scène Octave Klaba, fondateur et président, directeur général d'OVH, et Thierry Keller, directeur de la rédaction de Uzbek Erika, qui vont avoir une conversation autour du cloud. Alors je ne sais pas s'ils sont arrivés. Ah, ils sont là. Et je suis très content d'accueillir Octave, que je ne connais pas, qui est un voisin lillois, qui a créé... Bonjour Thierry. Bonjour Octave. Qui a créé une entreprise incroyable, française, qui se développe. Et je suis très intéressé et avide d'en connaître un petit peu plus. Merci en tout cas, Octave et Thierry. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je suis là. Thierry Keller, je suis le directeur de la rédaction d'un magazine, d'un média qui s'intéresse au futur. Et c'est pour ça que je crois IDET, DigiWorld et nous, on s'est bien entendu. Et je suis particulièrement content de rencontrer presque là, en direct, en même temps que vous, Octave Klaba. Octave, tu es un... Alors, je me permets de te tutoyer. Hein, oui, parce que tu as un t-shirt. Je plaisante. Tu es quelqu'un d'assez, disons, secret. Assez discret, mais pourtant OVH c'est juste un succès hallucinant. C'est un peu à la fois ton œuvre de jeunesse et en même temps l'œuvre d'une vie. C'est ce que tu as créé quand tu étais étudiant en 99. Aujourd'hui, je cite 2-3 chiffres un peu pour te mettre bien à l'aise. 400 millions de chiffre d'affaires 2017, 260 000 serveurs dans le monde, et ainsi que 27 data centers aujourd'hui qui sont répartis dans tout un tas de pays, 18 à 19 pays. Bon, réussite énorme, réussite hébergeur. Maintenant, on est sur du cloud. Peut-être en 2 secondes, tu peux nous parler un peu de la place d'OVH, qui est un opérateur français, et voire un opérateur du nord de la France, important. Dans cette chaîne de valeur numérique, comment ça se situe aujourd'hui? C'est quoi la spécificité des services d'OVH? Oui, OVH, je l'avais créé en 99. Aujourd'hui, ça fait 18 ans qu'on travaille sur les différentes typologies des clouds. Notre travail consiste à aider nos clients dans cette transformation digitale en leur proposant des ressources des data centers, le fameux cloud, pour qu'eux ils puissent développer de nouveaux usages ou transformer leur métier en utilisant toutes ces ressources. Et donc la particularité d'OVH, en fait, c'est qu'on propose, quelque part en 3 points, comment on est différent des autres fournisseurs, en fait, qui sont Amazon, Google, IBM, Azure, et puis Alibaba. Donc c'est cool. Ça va comme... on parlait tout à l'heure rapidement de nos concurrents. Je pense que les miens sont un peu plus mesurés. Je suis très fier d'avoir des concurrents de cette taille-là. C'est hyper motivant tous les matins. Donc juste rapidement, par rapport à eux, quelles sont notre proposition de valeur? En fait, on propose différentes typologies de cloud. Donc vous connaissez Public Cloud, qui permet d'élasticité à travers le monde, d'avoir des ressources qu'on peut déployer très rapidement de manière hyper élastique. On propose la Private Cloud, qui est comme le Public Cloud, mais en version privée pour une entreprise, de version dédiée, pour un gros groupe. Et aussi, on propose pour tous ceux qui veulent reconstruire leur propre Public Cloud ou Private Cloud, les barres métal, les serveurs dédiés. Donc on a une offre qui est beaucoup plus large que de nos concurrents. Tout est automatisé, donc avec des API. Une autre particularité, c'est qu'on utilise des standards ouverts, et standards as a service. Donc on propose ce que nos concurrents ne savent pas proposer, c'est la réversibilité. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec les données qui sont sous format que vous avez à l'intérieur de l'entreprise et les pousser chez nous, mais aussi faire l'inverse, c'est-à-dire partir de chez nous en reprenant l'ensemble de ces données-là, parce que tout simplement on utilise les mêmes typologies de logiciels. Et troisième particularité, c'est qu'on est le seul cloud fournisseur de cloud en Europe.
On en a cité 3-4 américains, il y en a un chinois et malheureusement, en Europe, il n'y en a qu'un seul qui peut rivaliser avec toutes ces super entreprises. C'est OVH. Je parle de la technologie, je parle des capacités d'investissement, des capacités d'innovation. Pouvoir aller déployer le cloud comme actuellement on est en train de le faire en Amérique du Nord, aller en Asie. On déploie plusieurs data centers en Europe. Donc on a une expansion assez rapide, d'une 30aine de % chaque année. C'est pour ça, quelque part, on est confortable de pouvoir se positionner en 2020 avec 1 milliard de chiffre d'affaires et en 2025 avec un 5-6 milliards de chiffre d'affaires. Donc 400 millions aujourd'hui, 1 milliard parce que et 5-6 milliards. Tout ce qu'on voit depuis ce matin, c'est en dessous, il y a des data centers, en dessous, il y a de la puissance des calculs, en dessous, il y a les capacités de stockage. Et nous fournissons ces typologies de ressources suivant en fonction des typologies des clients. On peut le fournir de manière assez brute, les serveurs dédiés, barre métal, on peut le pré-mâcher avec du public privé cloud, mais aussi à travers PaaS, directement adresser le software pour que les développeurs puissent l'utiliser et développer directement le logiciel sur nos plateformes. Alors justement, ici, on s'intéresse à l'avenir. C'est peut-être d'ailleurs le point commun entre nous tous ici, parties prenantes. Comment, toi, tu vois l'avenir du cloud? Et j'allais dire, puisque finalement, le cloud européen, c'est OVH, d'une certaine manière, tu es presque mieux placé que nous tous pour le prédire, puisque tu le fabriques. Il y a deux manières en fait, de le voir, un peu l'évolution du cloud. Il y a l'évolution technologique, on en a vu un petit peu les nouvelles technologies qui actuellement arrivent dans le cloud, les GPU, les FPGA, les puissances des calculs pour faire de l'intelligence artificielle. Donc c'est sous forme de la technologie, mais aussi, deuxième forme, c'est de pré-mâcher toute cette technologie pour qu'elle soit le plus facilement utilisable. L'idée de base est qu'à travers nos services, les clients puissent développer leurs idées le plus rapidement possible et donc de perdre le minimum de temps à des différents POC, des tests, des mises en production, la scalabilité, donc de leur réduire la complexité d'un développement et donc de pouvoir adresser très rapidement pas seulement le marché français, pas seulement le marché européen, mais le marché mondial. Et donc de fournir des ressources qu'eux, ils puissent scaler à travers nos data centers pour pouvoir m'adresser différentes typologies de marché par rapport aux services qu'ils souhaitent proposer. Donc ce serait un cloud de plus en plus hybride, de plus en plus ouvert, avec toute la chaîne de valeur qui est maîtrisée? C'est exactement ça en fait. D'un côté, il y a toute cette digital native entreprise, les e-business qui se sont développées uniquement sur le cloud. Et de l'autre côté, celles qui ne comprennent rien. Et qui en ont besoin. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de choix aujourd'hui que de se transformer. Et donc, à travers cette transformation-là, c'est un processus interne. Ils ont deux problématiques majeures. Le legacy, c'est tout ce qui tourne actuellement. Il faut l'héberger d'une certaine manière de moins en moins cher, de plus en plus sécurisé. Et il y a deuxième problématique, c'est de pouvoir embrayer sur cette transformation digitale et donc de pouvoir enrichir leurs services avec globalement Big Data, du Machine Learning, du Deep Learning, parce que la valeur ajoutée qu'eux ils vont proposer, sur lesquelles ils travaillent, ils viennent de data. Et donc il y a toutes ces entreprises-là qui vont consommer de plus en plus des ressources à l'ère de 2020-2025. On peut donner juste un chiffre. Actuellement, OVH est dans un marché de 35 milliards. D'accord, on fait 400 millions dans un 35 milliards, un petit pourcentage. En 2020, ces 35 milliards ils vont évoluer à 100 milliards. Et nous, on espère garder notre petit pourcentage. Derrière, les 100 milliards de 2020 à 2025 vont se transformer en 550. D'accord, en 5 ans. Ces 550, la moitié vont venir des très grosses entreprises qui ont compris c'est quoi les big data, comment ils peuvent stocker énormément de données et comment ils peuvent tirer de la valeur de ces données-là. Donc la moitié de la croissance qui va être dans notre métier à partir de 2020 jusqu'à 2025 viendra justement de ces grosses entreprises qui aujourd'hui elles commencent à rentrer un peu dans cette digitalisation et qui vont devoir adresser pour leurs clients des nouvelles valeurs ajoutées qu'ils n'ont pas proposées jusque-là.
Et nous, on va être là en dessous pour pouvoir les soutenir et leur apporter des ressources pour qu'eux ils puissent les faire. Donc en fait, même pourcentage, mais donc forcément volume très largement supérieur. On espère faire 2 ou 3. C'est écrit quoi sur ton t-shirt? Innovation is freedom. Yes. Ah, ok. Alors forcément, ça pose des questions à la fois de sécurité et en même temps de souveraineté de ses propres données. Commençons par celle de la souveraineté. Donc tout un tas de clients qui vont se demander qu'est-ce que tu fais de leurs données, comment tu peux les rassurer. Aujourd'hui, la particularité de services qu'on propose chez OVH, c'est qu'on est une entreprise française. C'est vrai qu'on vient du Nord, moi c'est à Roubaix, enfin j'ai pas fait exprès, enfin si peut-être, de faire ça à partir de Roubaix, de faire l'acteur mondial à partir d'une entreprise, à travers une ville qui est complètement improbable par rapport à la finalité. Mais qui devient très branché en même temps en ce moment. Je suis hyper fier de le faire à partir de Roubaix parce que justement donner cette nouvelle élan d'espoir à travers toute cette digitalisation, c'est quelque chose d'extrêmement important, en tout cas pour moi. Derrière, en fait, donc on est un acteur français, on a évolué pendant une dizaine d'années en Europe, donc on a pas mal de filiales en Europe. En 2011, je suis allé au Canada faire le premier data center au Canada. Et actuellement, entre 2015 et 2020, l'objectif, c'est d'aller accélérer avec une présence aux États-Unis sur les 2 data centers, côte ouest, côte est. On a fini il y a quelques mois, 4 ou 5 mois, le data center en Pologne, on est en Singapour, Sydney. Actuellement, on est en train de bâtir le premier data center en Allemagne, en Angleterre, on est en préparation l'Italie, l'Espagne. L'idée, elle est relativement simple, c'est qu'en Europe, il n'y a pas vraiment une Europe, il y a l'ensemble des pays qui se comportent comme des pays, face à une Amérique du Nord qui est une. Et donc, pour pouvoir adresser tout l'ensemble de ces marchés, tout l'ensemble des mêmes topologies des clients, on ne peut pas faire ça à partir de la France, c'est qu'on avait fait à partir jusqu'au 2010-2011. On a bien compris, en fait, c'est que les Allemands, ils veulent travailler avec des Allemands, avec des data centers en Allemagne et avoir des interlocuteurs qui sont plus allemands qu'allemands. C'est pareil en Pologne, c'est pareil en Italie, c'est pareil en Espagne et l'Angleterre un peu plus ouverte, mais c'est la même tendance. Et donc c'est dans cette stratégie-là que OVH s'est évolué pendant quasiment 17 ans avec de l'autofinancement, avec la dette bancaire. Et puis on a décidé en fait d'accélérer cette évolution en faisant entrer des capitales extérieurs. Donc on a levé 250 millions en septembre-octobre. Donc c'est tout récent. On a valorisé la boîte un petit peu à plus d'1 milliard, donc on est vachement content. Mais c'est qu'on voit, c'est que notre plan d'investissement, qui était environ 1,1 milliard sur 5 ans, il a pu passer à 1,6 milliard jusqu'à 2020. Et donc de pouvoir accélérer cet investissement dans les data centers, dans les nouveaux data centers à travers l'Europe, les US, et donc de pouvoir adresser nos services justement là où les clients sont et ils veulent que nous, on propose nos services. Et donc l'Allemagne, en France, on a 3 data centers. Le premier en Allemagne, on aura 3, parce que c'est comme ça qu'on voit les choses. Enfin, on a 3 data centers en France. En fait, c'est pas vrai, on en a plus d'une dizaine, mais on a 3 endroits. On a à Gravelines, Roubaix et Strasbourg, et on a un peu plus d'une quinzaine de data centers en France. Et c'est la même chose qu'on va réaliser en Allemagne, en Angleterre, en Pologne, l'Italie, l'Espagne. C'est-à-dire de démarrer avec un data center, construire très rapidement 2e, 3e, 4e, d'avoir d'autres lieux et de pouvoir proposer aux clients de plus en plus de redondances, de plus en plus de sécurité, en leur proposant quelque chose que les autres ne savent pas le faire, c'est-à-dire dire votre donnée se trouve ici, dans ces data centers-là, dans cette salle-là, sur ces serveurs-là, dans cette machine-là. Donc il y a de la traçabilité un peu comme dans l'agroalimentaire finalement. La transparence, où est-ce qu'elles sont les données, c'est la base de ce que nos clients demandent. Par exemple, juste un exemple, sur Exchange, l'email. Vous connaissez Exchange, vous utilisez probablement Gmail ou d'autres services, vous avez à l'intérieur de l'entreprise, vous avez Exchange. C'est Microsoft qui propose le logiciel. Nous avons décidé de proposer Hosted Exchange, c'est-à-dire d'héberger les comptes et emails chez nous il y a 4 ans et donc de proposer ces services-là à nos clients. En espace des 3 ans, on est devenu premier européen
avec plus de 250 000 comptes email hébergés chez nous et 6e mondial, reconnu par Microsoft sur cette activité-là. Donc le client, il veut savoir où est-ce qu'il est les données. C'est ça qu'on leur propose. Il veut être sûr que cette donnée-là, elle ne fuite pas. Il veut être sûr qu'elle est correctement backupée dans les espaces chiffrés, mais en même temps connus, qu'elle ne sorte pas des territoires. C'est beaucoup de métiers comme la comptabilité, la finance, les banques. Ils ont cette problématique des réglementations. Derrière, c'est à nous de leur proposer des solutions pour qu'eux ils puissent développer leurs services en se basant sur ces ressources. Alors, ils veulent savoir comment les préserver, puis j'imagine aussi, forcément, comment les protéger d'attaques, puisque forcément, un monde de plus en plus connecté est sujet à de plus en plus d'attaques. D'ailleurs, au moment où toi, tu faisais ta levée de fonds, vous avez été sérieusement attaqué par des malwares. C'est pas nous, c'est nos clients. Ouais, c'est vos clients, mais enfin, l'attaque est provenue de caméras de surveillance. Est-ce que c'est parce qu'on a été globalement sujet à une attaque qu'on sait encore mieux y répondre et comment on répond le plus efficacement possible à une attaque de type DDoS, celle qui s'est abattue sur les clients d'OVH? En fait, juste pour revenir sur le DDoS qu'on avait nettoyé en septembre-octobre, oui, c'est une taille importante. C'est devenu, à partir des objets connectés, justement, pas mal des caméras qui avaient une faille de sécurité codée. Et cette faille-là a été exploitée par quelques personnes hyper fortes. Et qu'ils ont utilisé toutes ces caméras pour envoyer des DDoS à différentes cibles. Donc nous, on était, enfin, c'est pas nous, c'est l'un des clients était cible de cette DDoS-là. Donc notre métier est de protéger nos clients. C'est-à-dire que quand le client il héberge les infrastructures chez nous, il est soit sur les réseaux privés, soit sur les réseaux publics. Et lorsqu'il est réseau public, pour pouvoir accéder à un site web, vous accédez à une IP. Et donc, vous accédez à un certain contenu. Il se trouve que le DDoS, ça consiste à envoyer énormément, on va dire, de faux visiteurs pour que l'infrastructure en dessous, elle tombe. Et donc, nous avons développé des technologies en interne pour pouvoir protéger nos clients et donc de pouvoir analyser chaque paquet qui passe dans le réseau pour voir si c'est un bon paquet ou est-ce qu'il s'agit d'un DDoS. Et donc, cette infrastructure-là, on avait mis en place à partir de 2013. On avait pas mal bossé en 2013-2014. Et donc, aujourd'hui, on a une capacité de résistance qui est hors norme et elle est importante. Et comme on a développé ça en interne à travers nos ingénieurs, ça ne nous a pas coûté très cher. Et donc, on le propose à tous les clients par défaut, ce que nos concurrents ne le font pas. Et donc, il n'y a pas un coût associé à cette protection, c'est juste par défaut dans le prix. Et donc, derrière, ça nous permet, dans une première vague, en fait, ça nous a permis d'héberger pas mal de sites, justement, qui étaient sujets à des attaques. Et donc, on apprend encore plus. Et c'est vrai qu'en voyant ça au quotidien, on apprend encore plus. Et donc, savoir quelles sont les machines, quelles sont par exemple les FPGA qu'il faut utiliser, de quelle manière pour pouvoir réceptionner le trafic, pour qu'on les nettoie. La première chose qui est importante dans les DDoS, lorsqu'on les reçoit, justement, c'est la capacité du réseau. C'est-à-dire que la première manière de faire du déni, c'est tout simplement faire que toutes les connexions de votre réseau soient saturées. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez faire le meilleur nettoyage que vous pouvez faire. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus aucun paquet légitime qui arrive sur votre réseau. Et donc, notre réseau, il a une capacité de beaucoup, c'est 11 terabits. Donc, vous avez à la maison une ADSL à 20 mégabits, donc c'est beaucoup de zéros en plus. Et derrière, ça nous permet de réceptionner tous ces DDoS sans saturer aucun lien et les nettoyer avec nos machines pour que derrière, le client, en fait, il ait zéro impact. Et pour qu'il sache quand même qu'il y a un DDoS, on lui envoie quand même l'email en disant « Tiens, on est en train de vous protéger, tiens, il y a la DDoS qui s'est arrêtée, et puis c'est tout ce qu'il voit. » Un email légitime, pas un faux email. C'est un vrai email. Dernière question, Octave, puisqu'il nous reste, on a un petit décompte là, il nous reste 1 minute, et puis je crois que c'est un peu l'heure de déjeuner. Une question de gros faillot, quoi. C'est quoi gérer un énorme succès comme OVH? C'est-à-dire, ça fait presque 18 ans là que tu as créé ton truc, tu étais un étudiant, tu as un petit destin à la Larry Page.
Bon, c'est devenu énorme, tu t'en as conscience, enfin, je veux dire, comment ça se passe et comment tu gères le truc. Forcément, il faut se développer à l'étranger, forcément, il faut toujours continuer et jamais se reposer sur ses lauriers. Je ne regarde pas vraiment en arrière, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le présent et le futur, c'est regarder vers où on doit aller. J'ai commencé seul, dans un bureau pourri. Aujourd'hui, on est 2000, à travers 25 bureaux et puis pas mal des nationalités. On continue à se développer. On vient de racheter une entreprise à VMware avec Lauder aux États-Unis. On vient de démarrer des activités en Pologne. Enfin, ça évolue à une grande vitesse. Le succès, moi, c'est pas ça le mot qui m'intéresse. En fait, c'est d'être proche du client, c'est de regarder qu'est-ce qu'il lui en a besoin, comment nous on peut le répondre à ces besoins-là. C'est ce dialogue-là qui, moi, me passionne. Et l'ensemble des personnes qui travaillent chez OVH ce sont des personnes passionnées. J'essaie de m'entourer de personnes qui ont ces rêves-là qu'on partage, nos valeurs qu'on partage, mais aussi ils ont cette envie de perfectionnement autour des services, ils ont envie d'accompagner des clients. Derrière, lorsqu'on regarde en fait l'évolution qu'on va suivre dans les 3 ans, dans les 5 ans, c'est extraordinaire. Pourtant, la base de notre métier, c'est l'humain. C'est les people, ce sont les équipes. On en trouve des talents, on évolue plus vite. On n'en trouve pas des talents, on évolue moins vite. Et donc, c'est aussi simple que ça. Le cœur d'une entreprise, on va dire, aussi high-tech, aussi beaucoup de machines, parce que tu as cité 260 000 machines physiques dans pas mal de data centers, au cœur, il y a l'homme. Et sans lui, tout simplement, on ne peut rien faire. Donc l'intelligence artificielle, oui, on en propose à des clients. Ils utilisent sur nos infrastructures, mais nous, on a besoin de gens avec du cerveau, qui ont l'agnac, qui ont envie de bosser sur des projets hyper innovants, qui ont envie de proposer ces services worldwide, et que demain, ils aident nos clients à se transformer et d'aller vers le futur, eux. Voilà. Ok, je crois que ce sera un parfait mot de conclusion. Merci à toi, Octave. Je pense qu'on peut le remercier.